Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la saison 1 Génération Piccolo de la section sport-études de rugby du Sel avec mes amis Manu Picado, Franck Levé et Bruno Gilles. Gérard, peut-on savoir les origines de la création de la section sport-études rugby du Sel? Alors, dans ces années-là, il avait été décidé, dans le plan gouvernemental, de créer en France des sections sport-études pour relancer le sport de haut niveau. Il y en avait en judo, il y en avait en natation, et puis il a été décidé que des sections sport-études de rugby allaient ouvrir. Vous n'ignorez pas non plus que nous avions en Corrèze un homme politique très influent qui s'appelle Jacques Chirac. Et donc, il a demandé tout de suite au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mazot, de lui donner une section sport-études pour le lycée du Sel. Très rapidement a été choisie une section sport-études de rugby, et a fortiori parce qu'il y avait à Ussel M. Baudry, qui était le sélectionneur un des sélectionneurs de l'équipe de France, et que j'étais là, moi, entraîneur à ce moment-là de Brive. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que la section sport-études de rugby ouvre illico. Donc elle a été la première, je crois, ou en même temps avec celle du lycée Lacanal à Paris, et on suivi d'autres sections sport-études par la suite. Voilà, donc c'est le patronyme politique qui nous a permis de vivre des années merveilleuses au lycée du Sel. Gérard, si tu veux bien, je te propose la première question, celle de Serge Mirelli. Après le CAB, as-tu eu des sollicitations d'autres clubs? Et bien si oui, lesquels? Oui, alors, pendant que j'étais au CAB, j'ai reçu une proposition du club de Castres. Je me souviens à l'époque, le président était un notaire, il m'avait même convoqué, nous étions allés avec mon épouse à Castres, voir un petit peu ce qui se passait. Mais au fond de moi-même, j'avais envisagé de descendre directement dans le Midi, directement au bord de la Méditerranée. Et donc j'ai préféré attendre le moment opportun, si toutefois il y avait eu un moment opportun, mais en tous les cas j'ai bien fait d'attendre. Après, je suis allé à Périgueux. Ensuite, donc j'ai été appelé par Béziers, et donc j'ai passé un certain temps à Béziers, 3 ans. Ensuite, je suis allé à Carcassonne, et à 2 reprises, j'ai entraîné Carcassonne sur 2 périodes différentes. Voilà, et j'ai arrêté dans ma carrière d'entraîneur. Gérard, à présent, les questions d'Anne Liabo. La section sport-études du Sel était plus ou moins un laboratoire d'expérience pour l'entraîneur de l'élite que tu étais. Quels ont été les enseignements les plus importants recueillis dans cet observatoire? Alors, d'abord, il faut poser un petit peu les choses, c'est-à-dire que la section sport-études, c'était une génération de jeunes en formation, je dirais des adolescents plus, mais des jeunes en pleine formation. Alors qu'un club comme le CAB, il s'agissait quand même d'hommes aguerris et de joueurs chevronnés. Donc, il faut voir quels sont les liens qui unissent tout ça, ou s'il y avait des ruptures dans l'analyse. Alors, moi, ce qui m'a paru le plus important à retenir, c'est la difficulté de gérer des hommes. Et j'ai découvert que tous, quels qu'ils soient, ou jeunes en formation, ou joueurs dits de haut niveau, ils ont tous des fragilités. Ils ont tous effectivement des problèmes personnels, et il fallait savoir tenir compte un petit peu de tout ça quand on était amené à prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il fallait toujours une certaine délicatesse et faire attention et savoir qu'on s'adressait toujours à des hommes, d'où effectivement toutes ces précautions. Par contre, ce qui a été commun aux jeunes, et ce qui a été aux jeunes de la section sport-études, et ce qui est commun aux joueurs de haut niveau, c'est la qualité de se surpasser.
c'est le don de soi et la faculté à aller jusqu'au bout de leurs efforts. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu et qui m'avait autant impressionné dans un cas comme dans l'autre. Et ensuite, surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la maîtrise dont les uns et les autres ont pu témoigner. La maîtrise dans les émotions, la maîtrise dans la difficulté, sur le plan du jeu, sur le plan des résultats. Alors, vous allez me dire peut-être que je viens d'évoquer les difficultés des hommes face à leur fragilité, et maintenant, je vous dis qu'ils sont capables de se surpasser, ils sont capables de témoigner de prouesses. Oui, mais tout ça va de pair. Le problème, c'est qu'il faut savoir que ça se passe comme ça, ou que ça peut se passer comme ça. C'est-à-dire des fragilités, certes, mais aussi de grandes prouesses. Nouvelle question d'Alain. Quels ont été tes rapports avec le comité ou la Fédé sur le fonctionnement ou les résultats de la section sport-études? Alors, les premières années, la section sport-études a été créée en 1975 à Ussel. Les premières années, les deux premières années, ou les trois, je ne me souviens pas, ça a été un petit peu frileux de la part des institutions. Après, tout le monde est arrivé. Donc, bien sûr, l'éducation nationale, la jeunesse et les sports et la Fédération française de rugby, qui a pris sa part et qui a effectivement apporté sa contribution. Les uns et les autres, donc nous faisions des rapports, nous ont sollicité pour les résultats sportifs. Alors, quels sont ceux qui accédaient à des niveaux nationaux ou à des sélections nationales, quels sont ceux qui étaient dans les sélections régionales, quels sont ceux qui étaient dans les sélections départementales. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, il y avait des exigences quand même sur les bilans scolaires. C'est-à-dire que les uns et les autres voulaient savoir un petit peu comment ça se passait, puisque c'était tout à fait nouveau, et donc il fallait sécuriser un petit peu les institutions, chose qui a été bien faite et tout s'est bien passé. Après, nous avions des crédits qui arrivaient un peu des uns et des autres. Il faut pas oublier que nous recevions de l'argent pour les heures de rattrapage, parce que les étudiants ou les élèves de la section sport-études étaient amenés à manquer des heures de cours, et elles étaient rattrapées donc, dans le cadre du lycée avec la complicité et l'assentiment des profs. Ensuite, ils avaient droit à des suppléments de nourriture. Ensuite, ils ont eu accès à des contrôles médicaux faits par le CHU de Limoges. Et donc, je veux dire, tout ça, ça s'est mis en place, ça s'est perfectionné, et ça s'est encore plus perfectionné après, effectivement, mon départ. Mais les sections sport-études ont commencé en 1975, Paris a suivi dans la lancée, Béziers s'est ouvert 2 ou 3 ans après, avec Raoul Barrière à sa tête. Ensuite, Toulouse a suivi, avec, je crois, Pierrot-Villepreux, et donc, après, effectivement, d'autres villes ont pris leur essor par rapport à ça. Dans sa nouvelle question, Alain précise que pour lui, les sections sport-études avaient un rôle important à jouer pour l'élévation du rugby au niveau fédéral, au lieu d'être récupéré par l'élite. Quel est ton avis à ce sujet? Moi, je n'ai pas un avis tranché. J'ai pas un avis tranché sur la récupération des uns ou des autres, ou que les uns aient pu profiter des autres. Je dis que le but d'une section sport-études, c'était de mettre en place une pratique, mais de faire en sorte que chaque joueur est un être humain, que chaque être humain aille au-delà de ses possibilités et montre ses possibilités. C'est-à-dire que il n'y avait aucun problème à ce que certains aient pu être des internationaux, juniors ou scolaires, que d'autres brillent dans des sélections régionales. Donc, peu importe, pour moi, l'importance n'était pas là. Ce qui me paraissait le plus important, c'est que les uns et les autres aillent au maximum de leur possibilité. Autre question, celle de Manu Picado. Comment devient-on le plus jeune entraîneur de première division à 28 ans? Finaliste du championnat de France avec Brive. Bon, alors écoutez,
savez, on doit toujours se protéger hein, dans la vie, de ses égaux, de tout ça. Donc je dirais que ceux qui m'ont connu pourront trouver réponse à cette question. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour en arriver là, il faut d'abord une grande complicité familiale, mais il faut beaucoup de passion et il faut beaucoup de maîtrise de soi. C'est-à-dire, beaucoup de passion, c'est qu'il faut y penser, quoi. Quand on prépare des entraînements, ça occupe beaucoup de temps dans ses préoccupations, dans sa tête, dans ses réflexions, dans les échanges. Donc c'est un gros investissement. Mais en même temps, il ne faut jamais perdre le fil de ce que l'on est. Il faut rester droit dans ses bottes, comme disait l'autre. Mais c'est cette maîtrise de soi qu'il faut garder, parce que vous êtes agressé de partout. La presse, les supporters, les dirigeants, les joueurs, et voilà. Il faut rester droit dans ses bottes. Cadeau. Gérard, quels sont les grands entraîneurs et penseurs du rugby qui, selon toi, ont été les précurseurs, fondateurs du rugby professionnel, ceux qui t'ont influencé et pourquoi? Alors, c'est une bonne question, hein, comme disaient les politiques. Non, je crois que tout de go, je vais vous dire, notre mentor à tous les gens de ma génération, Barrière, Villepreux, Pierre Conquet, Coste, etc., Régeval aussi. Donc, nous avons participé au stage organisé par René Deleplace. Qui est René Deleplace? C'est quelqu'un qui existe depuis ces années 70. Et c'est celui qui a systématisé le jeu, c'est celui qui a théorisé la pratique du rugby. Alors vous vous rendez compte, dans les années 70, quand un homme comme ça, qui n'était pas international, qui était un simple prof de gym, est devenu un intellectuel du rugby, ça a rué dans les brancards, effectivement, puisqu'on était dans une méthode très mécaniciste, c'est-à-dire que ce qui était important à cette époque-là, c'était le geste, c'était l'exécution du geste, un beau geste, c'était le demi-tour contact, c'était une analyse, analytique du jeu. Et là, tout d'un coup, il y a un gars qui vient de nous parler, tout d'un coup, de l'intelligence tactique. Qu'est-ce que c'est? Qui vient de nous parler du référentiel commun, qui vient de nous parler de la triple variante fondamentale, qui vient de nous parler de qu'est-ce que c'est que le jeu groupé, qu'est-ce que c'est que le jeu déployé, etc., etc. Eh bien, c'est René Deleplace, et nous avons fait un bond en avant dans la compréhension du jeu. Alors, oui, il nous a parlé par exemple du jeu déployé. Quand est-ce qu'on joue en déployé? Eh bien, la réponse est très simple. Quand vous êtes devant une défense étirée qui vous attend, eh bien, il faut la pénétrer par un jeu groupé. Groupé, j'ai dit. Quand est-ce qu'il faut jouer un jeu groupé? Je me suis trompé. Déployé. Donc, un jeu groupé. Quand est-ce qu'il faut jouer un jeu groupé? Eh bien, on joue un jeu groupé quand la défense est étirée. Et quand est-ce qu'il faut jouer un jeu déployé? Eh bien, on joue un jeu déployé quand on a suffisamment joué un jeu groupé et qu'on a consommé des joueurs sur la largeur. Et alors là, on peut déployer le jeu, effectivement, sur le large. C'était complètement novateur. Et tout ça, on le déclinait sur le terrain. On faisait des exercices, on mettait en place tout ça. Et donc, on y est arrivé petit à petit, petit à petit. Et donc, plus que jamais, se dessinait une nouvelle approche de la compréhension de ce jeu. À savoir que là, l'intelligence tactique, c'était la faculté à faire des choix, et à en faire des bons choix. Mais les bons choix toujours sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et donc, sur le plan individuel, le joueur était génial s'il prenait une bonne décision. C'est comme ça qu'on disait. S'il prend une bonne décision, il est génial. Mais est arrivée la notion de référentiel commun. C'est-à-dire que tous les joueurs, y compris le porteur du ballon et le non-porteur du ballon à côté de lui, ainsi que l'ensemble du groupe ou de l'équipe,
tous ces gens-là se comprennent et récitent quelque part la même leçon. Et donc, quand un joueur porteur du ballon prenait une décision, ben cette décision, elle était comprise par le joueur qui était à côté de lui. Et donc, il n'y avait pas de hiatus et il n'y avait pas de confusion dans le jeu. Et il se mettait en place un référentiel commun. Alors là, je prends deux joueurs, mais sur le plan collectif, le référentiel commun, c'était l'application de ce que je vous ai dit au préalable, c'est-à-dire on fait une évolution à un jeu groupé, et puis on s'aperçoit que la défense est toujours étirée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue à faire un jeu groupé. Alors je n'aborde pas volontairement le jeu au pied, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut là aussi intervenir au jeu au pied, mais je ne veux pas compliquer les choses. Tout simplement, elle est étirée, et bien on insiste en jeu groupé. Et on insiste en jeu groupé. La défense marque des faiblesses, les joueurs se consomment, et alors là, il y a moins de joueurs sur la largeur. Alors là, on peut effectivement tenter, par des formes de jeu, circulation rapide du ballon, des passes sautées, d'explorer des espaces sur le large. Voilà ce que René de Leplace nous a apporté, et voilà pourquoi on lui doit beaucoup. Alors, après, les fondamentaux. Alors, je vais vous dire, pour nous, il y en a deux. La vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, c'est-à-dire aller le plus vite possible. Aussi bien dans la décision que dans l'exécution. Aller le plus rapidement possible. Ainsi, quand je vous dis, par exemple, la défense est étirée, ben, on insiste en jeu groupé, on insiste avec des formes de jeu groupé, vous voyez ce que ça peut donner, etc. etc. Puis là, après il y a un choix à faire, c'est-à-dire que est-ce qu'on déploie rapidement, parce que la seconde qu'on perd ici, peut-être qu'il va la falloir au bout, peut-être qu'il va falloir revenir en renversement de jeu sur ce qu'on appelle le petit côté, parce que la défense s'est déplacée trop d'un côté et ça a libéré un côté plus petit, etc. Donc toutes ces alternatives de jeu, elles sont pas forcément réflexes, elles sont quand même le résultat d'une réflexion. Et donc, quand je vous dis la vitesse d'exécution, dans le même temps, ce qui est important, c'est que quand un ballon est libéré, il faut vite le faire circuler. Donc, et en même temps, il faut courir très vite. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour effectivement considérer que ce jeu, il est beau, à condition que tout le monde partage le même référentiel. Ça, c'est la vitesse d'exécution. Et le deuxième thème fondamental, c'est la conservation du ballon. Alors vous me direz, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la conservation du ballon, elle s'organise sur le plan individuel et sur le plan collectif. Je m'explique. Comment peut-on concevoir un joueur qui va percuter et qui échappe le ballon? C'est pas concevable. Donc, un joueur, il va percuter, il va chercher un entre-deux, mais en aucun moment il ne doit perdre le ballon. En aucun moment, c'est pas envisageable. Donc, se met en place, parce que nous avons investi la notion de référentiel commun, que si un joueur prend une initiative la plus pertinente possible, il faut que le non-porteur de ballon proche intervienne, soit en venant renforcer la protection, soit en se positionnant pour retrouver le ballon dans un petit intervalle, etc. etc. Donc, je vous disais, la conservation du ballon sur le plan individuel et la conservation du ballon sur le plan collectif. Quand je vois un temps de jeu, 2 temps de jeu, 3 temps de jeu, 4 temps de jeu, ouf, on bénéficie d'une pénalité, 5 temps de jeu, et puis à un moment donné, paf, ça part sur le petit côté, pouf, une passe directement à l'ailier, ou ça part avec une longue sautée, ou un coup de pied de déplacement, etc. etc. Donc c'est toute cette richesse-là qu'il faut explorer. Et je peux vous dire, ça fait beaucoup de travail, on n'a pas fini. On n'a pas fini d'abord de le comprendre soi-même, mais ça, c'est un détail, mais surtout, il faut le transmettre aux autres. Il faut le faire partager aux autres.
Alors quand vous avez des jeunes, on a le temps, mais quand vous avez une équipe de haut niveau, elle sait faire, mais elle ne sait pas tout faire. Et donc c'est là qu'il faut intervenir pour effectivement apporter tous ces éléments-là complémentaires et leur permettre plus que jamais d'être performants. Tu perds une finale du championnat de France de rugby, donc 13-12 contre le club mythique de l'AS Béziers, entraîné à ce moment-là par ton concurrent, ton rival, Raoul Barrière. Et à ce moment-là, quelles étaient vos relations? Amis? Ennemis? Oui, c'est une question sympathique. Oui, bon, alors d'abord, on ne pense plus à la défaite. Tout ça a été de grands moments dans la vie de quelqu'un. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Parce qu'avant, il y a eu une demi-finale gagnée contre Narbonne et dans les prolongations. Donc tout ça marque un petit peu, mais c'est beaucoup de joie. Donc voilà, la finale est perdue, elle est perdue, c'est comme ça. Oui, mes relations envers Raoul ont été toujours très très bonnes, ça a été comme ça. Quand j'étais donc à Brive et en Corrèze, nous venions en vacances avec mon épouse et les enfants donc dans la région ici, et je me réservais deux jours à travailler avec Raoul. Donc on se voyait chez lui, à sa maison, à sa petite maisonnette qu'il avait à Valras, et donc entre des anecdotes, entre des manières de concevoir le jeu, entre tout un tas de discussions comme ça qui ont duré longtemps, on a scellé une certaine amitié, à tel point que quand nous sommes venus à Béziers, ils nous ont reçus chez eux, nous les avons reçus chez nous, et bref, nous avions effectivement d'excellentes relations. À tel point, et ça c'est plus qu'emblématique, et pour moi c'est émouvant, c'est que 15 jours, alors Raoul Barrière donc était dans une maison de retraite comme il était veuf, et 15 jours avant de décéder, il a demandé à un ami à lui de faire mon numéro de téléphone alors que j'étais en République dominicaine. Et il m'a appelé en République dominicaine, à ma grande stupéfaction, et donc il m'a demandé comment j'allais, comment allait ma famille, et voilà. Alors comme il était sourd, on a essayé de continuer la discussion, mais ça a été un peu difficile, mais il était content de me demander comment ça allait, donc 15 jours avant son décès. Voilà mes amis. Question de Manu Picado. Gérard, quels sont selon toi les 3 piliers de la performance collective dans le domaine du sport? Je serais tenté de dire, et j'y crois, hein, tout ce que je vous dis, j'y crois, je l'ai passé au crible de mon expérience, même si ça vous paraîtra un peu incomplet. Je crois qu'il faut avoir partagé ensemble un projet de vie, et un projet de jeu, puisqu'on parle de... Voilà. Donc, dans ce processus-là, j'emploie un terme qui est un mot écossais, qui s'appelle l'égrégore. C'est l'union des consciences est toujours plus forte que la somme des consciences. C'est-à-dire cristalliser autour de ce projet des gens, des joueurs, qui aient envie de se retrouver, et bien sûr, mais surtout que tout le monde ait envie de partager ce projet, de le vivre ensemble et de le mettre en application ensemble, c'est-à-dire de l'opérationnaliser. Toutefois, ça ne se fait pas comme ça, croyez-moi, c'est compliqué à mettre en place. Alors, ce qu'il faut faire, c'est des moments de parole. Alors, si on parle de saison sportive, je crois qu'aujourd'hui, le rugby professionnel a le temps devant lui. Il est facile de créer des espaces de parole, des après-midi, des matinées, dans des espaces adaptés, pour effectivement que le coach présente son projet, mais qu'il accepte que ce projet soit modulé, soit régulé par l'intervention des joueurs,
et qui est un échange en aller-retour, en feedback, c'est-à-dire que ce que lui a prévu ne peut pas être la seule parole, et qu'en fait, il faut que tout ceci soit décliné. Mais il y a beaucoup de choses à décliner. Il y a le projet de jeu, le projet de vie. Le projet de vie, dans un groupe collectif, aujourd'hui, c'est quelque chose qui mérite d'être décliné. Alors, les projets de vie sont jusqu'à la conduite, à la tenue, à la maîtrise de soi, et effectivement à tous ces éléments comportementaux qui sont décisifs pour effectivement l'accès à la performance. Donc, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de performance si on ne passe pas par ces périodes-là, c'est-à-dire des temps de parole. Avant un match, dans la semaine qui suit, on fait ce qu'on appelle des régulations, on fait des accommodements, et puis bien sûr le staff a tout son rôle à jouer, plus que jamais, mais on n'est pas dans une relation verticale, on est dans effectivement des échanges transversaux qui ne peuvent qu'éclairer, mais qui sont en tous les cas indispensables. Après, il y a un deuxième aspect de la performance, parce qu'il faut quand même en parler, c'est de disposer d'un mental exceptionnel, c'est-à-dire que je dois faire preuve du minimum de faiblesse. Et le joueur, il est évalué. Il faut qu'il sache qu'il est évalué par un staff. Et donc, s'il accumule les faiblesses, s'il ne témoigne pas d'une hargne au combat, s'il manque un peu de talent, s'il déroge au principe établi, s'il est un peu faible sur certains aspects techniques, tactiques, etc., il peut être remis en cause. Donc, il faut avoir un mental à toute épreuve pour... On est bien dans les piliers de la performance. Donc, il doit se lancer des défis, incontestablement. Et il doit prendre l'habitude de ne pas considérer les échecs comme tels, parce qu'un échec, si je vis dans l'échec, si je ne me transcende pas très rapidement, je vais être dans la culture de me tirer vers le bas. Donc, voilà. Bon, il doit visualiser les efforts et surtout il doit apprendre une part de zénitude. Aussi être dans une pseudo-violence, mais en même temps être dans la zénitude. Et ce qui me tient aussi à cœur, c'est qu'il doit masquer ces signes de faiblesse. C'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime et compréhensible que chacun de nous, on a nos faiblesses et qu'on a nos humeurs. Eh bien, je serais tenté de dire, gardons ça à la maison, réglons nos problèmes avec nous-mêmes, mais quand on est en équipe, eh bien, effectivement, il ne faut pas les faire apparaître, et il faut au contraire tout faire pour les faire disparaître. Et puis, un troisième aspect qui me paraît fondamental et que nous devons tous savoir, c'est que les relations affectives sont activatrices dans un groupe. Autrement dit, plus nous serons capables de nous supporter, plus nous serons capables d'exercer les uns par rapport aux autres des moments de tolérance, plus nous pourrons admettre que l'autre, il n'a pas des défauts, mais il a un maximum de qualité, eh bien, je crois que c'est une des parties de ce que j'appelle les relations affectives. Les relations affectives, ce n'est pas uniquement aimons-nous les uns les autres, ça me paraît là une chronique un peu dépassée. C'est les relations affectives, c'est ce que je viens de vous dire. Alors Gérard, autre question de Thierry Dode. Après ton passage à Ussel, quelle a été la suite de ta carrière professionnelle? Bien, après donc Ussel, nous sommes partis en 1984 d'Ussel, nous sommes allés à Béziers, puisque à ma grande surprise, j'ai été appelé par l'AS Béziers pour
venir à Béziers, passer un an dans le club, et puis l'année d'après a été programmée pour que j'entraîne le club. Et voilà, et ceci a duré effectivement 3 ans. Voilà. Et en même temps, j'avais un poste au lycée de Béziers. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un poste en STAPS à Montpellier, où ça a été une aventure aussi humaine intéressante. Voilà. Alors après, je suis allé entraîner Carcassonne de 88 à 90, je regarde, et de 93 à 95, en 2 fois. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai eu une expérience aussi très très intéressante de 2000 à 2009. Quand le groupe Nicolin a pris le club de Béziers, j'ai été là, dans le staff, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le staff. Je m'occupais du centre de formation, je m'occupais de l'association, et puis j'avais l'œil un peu sur d'autres choses. Donc ça a été un moment très intéressant. Voilà. Gérard, à propos de ta collaboration avec le groupe Nicolin, peux-tu nous en dire davantage? Quelques mots de plus peut-être? Oui. Oui, c'était intéressant parce que le mot collaboration convient très très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand le groupe Nicolin est arrivé, c'est que le club de Béziers était exsangue, et donc il est arrivé avec tous ses moyens et le mode de fonctionnement du foot. Il maîtrise ça complètement. Par contre, le fonctionnement du groupe Nicolin, et surtout autour du père, hein, c'est là, on est une famille, on n'est pas nombreux, mais là, il ne faut pas rigoler. Hein. Donc, tous en rond, et pas beaucoup de gens, et puis pas de faute. Pas de faute. Donc, un mois après leur installation, je suis convoqué par le directeur général, Henri Mioche, et il me dit, voilà, est-ce que tu veux pas venir? Il y a Yardé, un des anciens sport-études qui a pris l'entraînement, il aura besoin de ton œil, voilà. Bien, je viens. Et là-dessus, un mois ou un mois et demi après, je reçois une convocation du père Nicolin, sachant que le fils s'occupait du club, mais le père avait quand même l'œil là-dessus. Et le père Nicolin me convoque chez lui, là-bas, au MAS. Et donc voilà, alors j'arrive, donc, il me dit bonjour, bon. Et il me dit voilà, pour moi le club c'est ça. Et il me fait, je le revois encore, 6 ronds. Très bien. Il me dit bon écoute, tu vas t'occuper de ça c'est le centre de formation, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper un œil sur l'entraîneur, après je ne me souviens plus de ça. Voilà, tu verras avec mon fils de l'aider aussi. Voilà, tu as tout ça où tu vas t'occuper. Ça fait beaucoup de travail. Il m'a dit oui, mais à la faculté, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est vrai, mais bon, allez, je vais m'en occuper. Bon, et il me dit, bon, on discute, bien sûr. Et puis il me dit, bon, maintenant, tu vas me dire quand même combien tu veux. Quoi, hein, parce que, voilà. Il m'a dit, ne sois pas trop cher. Hein. Et alors je lui ai dit, non, c'est gentil, mais moi je ne veux rien. Payez-moi mes frais de déplacement, voilà. Et il me dit comment? Tu veux rien? Je lui ai dit, mais d'où tu sors toi? Il me dit, tu es le premier qui vient dans mon bureau qui ne me demande pas d'argent. Et j'ai fait, oui, voilà, c'est comme ça. Ah bon? Alors là, il faut que tu m'expliques. Je lui ai un peu expliqué, etc. Et à partir de là, ça a été le début d'une amitié profonde et sincère avec la famille Nicolin, c'est-à-dire j'allais dans l'avion, nous participions avec mon épouse aux réunions de famille, et voilà, je suis rentré dans le cercle restreint de cette famille, et tout simplement parce que je n'étais pas salarié, et parce que je n'étais pas tributaire d'eux, que j'étais libre, etc. Voilà comment ça s'est fait, et donc j'ai effectivement respecté cet engagement des 6 ronds, là, tu vois, qu'il m'avait demandé de regarder. J'ai créé le centre de formation, qui n'existait pas. Excusez-moi quand je dis j'ai, mais c'est ainsi comme ça, fait signer à ce moment-là au centre de formation Nyanga et Szerzynski, c'était les 2 premières signatures. Nyanga était venu avec son père parce qu'il était encore un mineur, il a 17 ans et demi. Et puis l'aventure est partie. Guézal, que j'ai sorti
qui entraîne la touche à l'équipe de France, etc. Voilà, donc une aventure passionnante, une de plus, et puis voilà, quoi. Et puis ça s'arrête, et il faut s'arrêter parce que c'est fatigant aussi. Voilà. Gérard, peux-tu nous préciser quels sont tes 3 meilleurs souvenirs rugbystiques en tant qu'entraîneur? Alors, d'une manière générale, les souvenirs rugbystiques, pour moi, c'est des affaires de rencontres avec des hommes. J'ai rencontré des joueurs extraordinaires, j'en ai rencontré depuis médiocres, mais je ne me souviens que des joueurs extraordinaires que j'ai rencontrés. Et c'est ce qui me fait vibrer, et j'y pense encore de temps en temps à ces joueurs avec des charismes, avec de la tendresse, pas de malice, pas de perversité. Je dis pas de malice et de perversité parce qu'il y en a que j'ai rencontrés qui avaient de la malice et de la perversité. Mais je ne retiens que ceux qui vraiment avaient et de la personnalité, et du charisme, et de la bonhomie. Alors, au-delà de ça, ce qui peut être dit par tout le monde, mais moi je le dis parce que je l'ai vécu et ressenti comme tel, en 1974, très bon souvenir, c'est la montée. J'étais capitaine-entraîneur à l'époque, en 1974. Le statut de capitaine-entraîneur existait, avec la montée du Sel en groupe B, en 1974. Après, naturellement, en 1975, la demi-finale gagnée et la finale après, sur la lancée, c'est des grands moments, ça, il faut dire ce qui est. Et puis, en 1994, la montée avec Carcassonne en groupe B. Voilà, si tu veux, les souvenirs rugbystiques qui ont été assez prégnants, un petit peu, où il y a pas mal d'émotions. Voilà. Tu as parlé de personnalités qui t'ont marqué. Tu as des exemples à nous donner d'hommes? Oui. Alors, bon, à Ussel, il y a effectivement des garçons comment dirais-je, qui m'ont profondément ému. Les 2 auxquels je pense sont décédés, donc je ne peux pas en parler aujourd'hui. À Brive, alors que j'étais sur des petits pas, je garde beaucoup d'affection pour Roger Fitt, tellement d'affection que, en termes d'anecdotes, quand notre fille a fait un stage, elle était diplômée d'architecte, a fait un stage aux autoroutes du sud de la France, elle a été hébergée par Roger Fitt et par sa femme, et donc c'était pour dire effectivement quel lien d'amitié et de reconnaissance nous avions, même si nous ne l'avons jamais trop bien montré, mais enfin bon, ça c'est là. Voilà, donc je pense à Roger Fitt, je pense à Jean-Luc Joannel aussi, qui est un gars qui a une certaine tendresse, et j'en garde un excellent souvenir, à Marty, à Dédé Marty aussi, voilà, Alain Marot, qui était un garçon serein, voilà, donc voilà, et puis sur Carcassonne aussi, j'ai beaucoup de liens avec les uns et les autres. Gérard, avec les nombreux talents que tu as eu la chance au lycée d'entraîner pendant 10 ans, et s'il est difficile de se souvenir de chacun, si tu devais former une équipe, quelle serait la composition? Oui, alors, tu viens de le dire, avec les nombreux talents. Alors comment veux-tu qu'avec les nombreux talents, on puisse faire une équipe de 15 joueurs? C'est pas possible, donc peut-être il faudrait doubler les postes en disant qu'un pilier gauche est aussi bon que l'autre pilier gauche, qu'un talonneur, etc. Donc c'est un jeu auquel je ne veux pas me livrer. Par contre, moi je vous propose, et je proposerai au président de notre association, que chaque joueur qui a appartenu à une génération fasse sa meilleure équipe et qu'il l'envoie ensuite donc, au secrétaire de l'association, et que nous puissions voir effectivement s'il y a des concordances. Mais je ne me sens pas capable certes, mais affectivement je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, le dopage dans le milieu sportif est mieux contrôlé, mais toujours présent. Lorsque tu as entraîné, as-tu été confronté à ce phénomène? Moi, quand j'entraînais, je n'ai connu les entraînements que dans le monde
amateur. Donc je n'ai pas connu le monde professionnel. Et je n'ai pas été confronté à ce problème. Je savais qu'il y avait des compléments alimentaires, des structures vitaminées. Je savais que des gens prenaient du guronzan. Mais bon, à ma connaissance, on en est resté là. Mais après je suis incapable de me prononcer sur ce qui se passe actuellement, même s'il y a des suspicions plus qu'évidentes, mais je n'en sais rien. Gérard, si dans les années 80 le rugby avait été professionnel, aurais-tu lâché ton poste d'enseignant quelques années pour te consacrer à l'entraînement d'une équipe? Alors, à vrai dire, la tentation aurait été forte quand même, de continuer dans le rugby professionnel, mais j'aurais été confronté à deux écueils. Le premier, c'est la situation familiale, parce qu'on s'en va, on change d'endroit, la famille suit pas, les enfants sont déscolarisés, enfin, bref, donc situation familiale. Et le deuxième écueil, c'est que quand on est entraîneur de rugby professionnel, on est 24 heures sur 24 la tête dans le rugby. On n'arrête pas. Je veux dire, réunion le matin avec le staff, entre eux, après avec le directeur administratif, après avec certains joueurs, après voilà, avec les agents. Donc c'est tous les jours rugby, tous les jours rugby. Moi j'aime la philo, j'aime la socio un petit peu. Vous voyez, là j'ai un livre sur Sénèque, ça m'intéresse, etc. Donc voilà, deux écueils quand même qui m'auraient peut-être empêché de faire ce chemin. L'aspect financier n'aurait pas été déterminant. Je crois pas. Ça n'a jamais été dans ma vie. Alors peut-être que je serais devenu, je ne sais pas. Non, voilà, je ne peux pas affirmer des événements que je ne maîtrise pas, mais je vous explique quels sont ces deux écueils qui sont quand même lourds. Quand même, hein. Voilà. Question de Jean-Philippe, donc Chabaudy. Gérard, les JO sont finis, la tournée des Lions passée, le Tour de France est derrière nous. Imagine-toi sponsor officiel avec les moyens financiers nécessaires, sachant que le choix ne serait pas forcément économique, mais un choix en termes d'image. Que privilégierais-tu comme sport d'équipe? Rugby à 15, rugby à 7, basket, hand, volley, foot? Entre une équipe masculine, une équipe féminine, qu'est-ce qui motiverait ces choix? Alors, tout de go, je vous dirais le handball féminin et le rugby. Alors, pourquoi le handball féminin? Parce que je suis un peu les compétitions depuis un certain temps. J'aime bien le handball, j'aimais bien l'enseigner. Mais je les ai vus là, au JO, et je suis impressionné par ce professionnalisme dont ont témoigné ces jeunes filles là, et j'ai aimé ces perfections dans les gestes, leur engagement, leur engagement physique, investissement et engagement physique. J'ai aimé ces énergies maîtrisées, parce que à ce niveau, quand ça chauffe, il ne faut pas perdre le nord, il faut rester effectivement, comme je dis tout à l'heure, courir très vite, mais maîtriser ses courses. J'ai aimé leur joie, j'ai aimé leur enthousiasme, et puis après j'ai beaucoup apprécié la diversité qu'elles nous ont offerte, parce qu'après tout c'est la France que j'aime. Et donc je suis effectivement porte-parole aussi de la gente féminine. J'ai toujours dit, comme le poète avant moi, l'avenir de l'homme. Pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est la femme et l'avenir de l'homme. La femme et l'avenir de l'homme. Voilà. On te sent admiratif donc par rapport à leur performance et leur investissement. Hein. Donc
des noms. Oui, mais vous avez vu un petit Oui. peu comment elles fonctionnent quand il y avait des temps morts, par exemple. Elles avaient une forte écoute de l'entraîneur, et puis il leur laissait un temps à elles se parlaient entre elles, il y avait quelques leaders, pas toutes, mais quelques leaders, et puis elles repartaient à la guerre. C'est vrai. Et elles nous ont donné un exemple de, comment dirais-je, de perfection aboutie. Perfection aboutie. Oui, alors donc, deuxième choix, le rugby. Alors, pourquoi le rugby sans être partisan, hein, très sincèrement, pourquoi le rugby? Parce que le rugby, d'abord, c'est le tournoi des 6 nations. Le tournoi des 6 nations, c'est des moments de grande fête entre les nations, c'est la rencontre avec les supporters britanniques, écossais, c'est l'occasion de faire des voyages, etc. Voilà. Le tournoi des 6 nations. Après, il y a quand même tous ces matchs de l'hémisphère sud, dans l'hémisphère sud. Ces rencontres que les Boks avec les Blacks, avec les Australiens, effectivement, où l'on voit là, 3 rugby différents. Le rugby des Blacks, pas besoin de le décrire. Le rugby des Boks, vous savez effectivement ce que c'est enfoncé devant. Et puis le rugby des Australiens qui a perdu de son lustre, mais qui pendant 10 ans nous ont fait rêver dans un rugby effectivement complet. Donc, entre eux, je dis bien entre eux. Ensuite, il y a les tournées Europe, hémisphère sud. Nous avons fait les tournées en Australie, ils vont venir, etc. Il y a ensuite un petit supplément, c'est Lions. Quand les Lions, les gens du Commonwealth se déplacent dans leur ancienne colonie. C'est une tradition qui se perpétue. Donc les Lions vont de temps en temps faire un tour chez les Boks, de temps en temps faire un tour chez les Blacks, de temps en temps faire un tour chez les Australiens, parce que tout ça, pendant longtemps, leur a appartenu. Voilà. Ensuite, il y a les Coupes d'Europe. Il y a ensuite les phases finales du top 14, les phases finales de Pro D2. Et donc il y a là tout un échantillonnage de matchs de rugby, chacun avait leur identité. Je dis bien leur identité. Et aujourd'hui, pour ceux qui aiment effectivement rentrer dans les détails, on voit l'identité du Stade Toulousain, qui n'est pas du tout la même que fut l'identité de Xéliter, par exemple. Hein. Et quand je parlais tout à l'heure du référentiel commun, Toulouse a un référentiel de jeu. Hein. Tous les joueurs ici la même leçon. Et quand on voit Xéliter, ils ont aussi un référentiel de jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont gagné la finale de la Coupe d'Europe, comment ils décidaient de jouer des pick and go, comment ils décidaient de jouer après des touches, etc., etc. Donc là, on voit apparaître les référentiels communs. C'est-à-dire que tous les joueurs savent ce qui va se passer et adhèrent au principe de jeu. Donc, tout ceci, effectivement, enrichit les uns et les autres, enrichit ceux qui s'intéressent effectivement au rugby, enrichit les supporters qui voyagent, et bien d'autres certainement que je ne nommerai pas.